Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur France 3, Pays de la Loire, et bienvenue à Bruxelles, au cœur du Parlement européen pour une émission spéciale de Dimension Politique, car nous sommes à moins de 2 mois à présent de ces élections européennes. Ce sera le 9 juin prochain pour nous Français, rappelez-vous-en. La campagne commence seulement à s'animer, elle a du mal même à décoller, diront certains, et ce, malgré une guerre aux frontières du vieux continent, malgré des crises sanitaires, agricoles, migratoires qui traversent évidemment les différents pays, malgré le changement climatique et ses défis évidemment. Bref, tout cela n'y fait rien, le scrutin se transforme comme souvent en un scrutin national. On va en discuter dans un instant avec mes invités que je vais présenter tout à l'heure, des journalistes, consoeurs et confrères de différents médias européens notamment. Mais avant cela, on va vous donner la parole. On est allé vous voir sur un marché de Rezé près de Nantes pour vous demander si vous alliez voter le 9 juin prochain. 16,07 s'il vous plaît. J'avoue que je vois ça un peu de loin. Après, j'irai certainement voter quand même, mais en soi, ça sera le moins pire et pas le mieux, malheureusement. J'ai juste écrit sur mon calendrier voter et je me soucierai du sujet une semaine avant. Voilà. Mais c'est déjà bien, j'y vais. Oui, l'Europe, ça m'intéresse. Je pense qu'on doit tous s'y intéresser. Mais après, pour ce qui est de la jeunesse, parce que je suis un jeune, est-ce qu'on est mis au cœur des débats ça dépend des partis. Et non, je ne pense pas assez actuellement. Je vois moi dans mon métier pour les imports-exports que les produits bio par exemple qu'on n'ait pas les mêmes normes, ça devient une aberration qu'on est en France, on n'est pas le droit de faire certaines choses alors qu'à côté on est le droit et que ça vienne en France quand même, donc c'est assez contradictoire. Il faudrait que l'Europe elle nous permette de nous intégrer au reste du monde et pas seulement de faire un îlot de protection, de résistance, et puis qu'elle nous accompagne vers la transition écologique. Voilà, quoi, donc il y a des défis, mais pour aller vers l'avant et pas essayer d'avoir des doubles discours et puis de faire du nationalisme. J'en attends des lois importantes pour tous les pays, des lois d'union entre les pays, notamment pour l'écologie. Parce que je pense que c'est à l'Europe aussi de faire des choses, et pas uniquement au pays. Et voilà. Voilà, on ne peut pas parler d'un engouement franc et massif, mais néanmoins, il y a un intérêt quand même pour ces élections et ce scrutin qui approche. Bonjour Valérie Astruc. Vous êtes notre correspondante de France Télévisions ici à Bruxelles et vous couvrez notamment l'actualité européenne en face de vous. Olivier Henrion, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la RTBF, média belge, et vous couvrez vous aussi ici notamment au Parlement l'actualité européenne. Oliver Grimm, journaliste à Die Presse, journal autrichien. Merci à vous d'être avec nous. Et puis Jaume Douk, vous êtes non pas journaliste, mais directeur de la communication de cette institution, le Parlement européen. Merci donc d'abord de nous accueillir chez vous. Merci à tous les quatre. Alors, on l'a entendu dans ce micro-trottoir. Alors, bon, des morceaux choisis, évidemment, ça n'a pas vocation à être représentatif, mais on sent quand même que cette élection, elle est un petit peu loin de notre quotidien. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous aussi, les uns et les autres, aujourd'hui, à 2 mois de cette élection, Valérie? Alors, la difficulté, c'est qu'ici, on vit un petit peu dans une bulle, c'est d'ailleurs le mot, la bulle bruxelloise. Donc, on est un petit peu, effectivement, éloigné du terrain, c'est-à-dire de nos pays respectifs. Donc ça, c'est assez normal. Mais les gens sont indifférents jusqu'à un certain point. Et il y a une contradiction, une ambivalence chez les Français, mais aussi chez les Européens. C'est « oh, c'est loin, il y a de la défiance ». Majoritairement, ils sont défiants vis-à-vis de l'Europe, mais en revanche, ils veulent rester dans l'Europe. 3/4 des Français ne veulent pas du Frexit, ne veulent pas quitter l'Europe.
plus de 60% aussi veulent garder l'euro. Donc il y a une espèce d'ambivalence et qui est pour nous évidemment difficile enfin, on a du mal à y répondre. Voilà. C'est d'ailleurs plus les thèmes de campagne, hein. Le Brexit, la sortie de l'euro, on l'entend plus nulle part et c'est peut-être une bonne chose. Olivier Orion, c'est le même constat que vous faites, il y a un paradoxe. C'est la même chose. Cette semaine, le roi des Belges est venu devant le Parlement européen et il a rappelé devant les députés, c'était une première, hein, je crois que c'est la première fois que ce roi venait devant le Parlement, et il a rappelé que l'Europe faisait partie de l'ADN des Belges. Et c'est vrai que les Belges, peut-être plus que les Français, ont cette conscience qu'appartenir à l'Union européenne, c'est quelque chose de positif pour le pays. Cela dit, quand il s'agit des élections européennes, ils sont tous un petit peu dépassés, avec une petite différence supplémentaire par rapport aux autres pays, c'est que le 9 juin, les Belges vont voter pour les élections européennes, oui, mais ils vont aussi voter pour les élections législatives et pour les élections régionales, ce qui sont deux élections très importantes pour la politique du pays. Et donc, l'enjeu européen a tendance à se dissoudre et à passer peut-être un petit peu sous les radars par rapport aux autres enjeux nationaux. Et le vote est obligatoire en Belgique. Et le vote est obligatoire en Belgique, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas en France. Et si on regarde d'ailleurs la situation en France, il y a désormais un baromètre hebdomadaire, voire même quotidien, qui nous donne les intentions de vote, mais aussi le pourcentage de Français qui dit qu'ils iront voter le 9 juin prochain. Celui qui est sorti cette semaine nous dit que 47% seulement des Français envisagent de se déplacer. Par rapport à la participation en 2019 qui était de 50%, on est légèrement en dessous. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, vous qui faites partie de cette institution, Jaume Edouc? Il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut profiter des dernières 8 semaines pour passer les messages sur l'importance des élections. Et je pense qu'un peu le message qu'on a reçu de ces micro-trottoirs, c'est je comprends que l'Europe est importante, mais peut-être je n'ai pas encore toute l'information, ou peut-être les gens, les politiciens ne me parlent pas suffisamment de sujets qui touchent à l'Europe et qui touchent à moi. C'est pour ça que moins d'un Français sur deux va aller voter pour vous? Moi, je pense qu'il y aura plus qu'un Français sur deux qui vont voter. Je pense qu'à 8 semaines, c'est normal qu'il y ait encore des citoyens qui ne disent pas qu'ils vont voter. Nous allons publier dans quelques jours un eurobaromètre, donc un peu le même exercice, mais à niveau européen. C'est vrai que chaque pays est un monde, mais en tout, je vois, il y a aujourd'hui, comparé avec il y a 5 ans, il y a 10 points plus de gens qui disent qu'ils vont aller voter. En 2019, 51% des gens ont voté. Maintenant, on pourrait avoir encore une hausse de la participation. Le dernier baromètre que vous avez publié, c'était à la fin de l'année dernière, donnait 68% des Européens qui, en tout cas, se disent intéressés par le scrutin. Dans ce même baromètre, qui est très intéressant, on voit aussi le sentiment européen. En tout cas, quelle image on a des institutions européennes en fonction des pays. Une bonne image de l'Union européenne, alors en France, 36%, dans le reste des pays de l'Union européenne, 45%. Il y a un vrai décrochage franco-français, là, pour le coup, sur cette question-là. Qu'en est-il en Autriche, par exemple? Quelle image on a de l'Europe et de ses institutions au sein de la population autrichienne? Ce qui est pertinent dans les sondages d'Eurobaromètre, c'est de constater que l'Autriche est toujours parmi les pays les plus eurosceptiques. Donc si on pose la question, les questions standards de l'Eurobaromètre, est-ce que c'est une bonne idée que l'Autriche appartienne à l'Union européenne? Est-ce qu'elle profite ou pas? On est toujours en fait au fond du classement. Je pense qu'avec l'Italie et la Bulgarie, je pense qu'on n'aura pas le temps ici d'entrer trop dans le détail des raisons pour cela, mais en Autriche, il y a vraiment un sentiment assez eurosceptique qui était, soutenu et renforcé, surtout par le parti de l'extrême droite qui figure dans les sondages dans les 30% normalement, et qui, dès le début de notre entrée dans l'Union européenne, était très, très eurosceptique. Et malheureusement, en fait, il y avait un double effet à l'époque. On est entré en 1995 et c'était aussi le temps où en fait, l'Europe de l'Est, heureusement, pouvait s'ouvrir vers les marchés internationaux, aussi vers l'Europe. Donc il y avait une grande... C'était à l'époque-là que la globalisation, la mondialisation a vraiment touché l'Autriche pour la première fois. Les premières usines autrichiennes qui étaient démontées et envoyées... Il y avait une envie d'Europe à ce moment-là?
Et à l'époque, malheureusement, on faisait l'amalgame entre l'appartenance à l'Union européenne et le fait qu'il y avait des boulots qui sont partis à l'Est, etc. Et c'était très, très facile pour l'extrême droite de faire les liens entre les deux. Ça existe encore. Quand oui, on entend en début de cette émission de dire, si c'était pas toutes les règles la ne sont vérité, pas les mêmes entre les différents pays. Oui, Il y a un rapport à l'Europe il y a une défiance quand même sur le fonctionnement même. C'est une défiance qui est institutions. surtout liée aussi à une méconnaissance, et ça renvoie évidemment au rôle des politiques et au rôle des journalistes, parce que quand cette dame se plaint des distorsions de concurrence, c'est ce qu'elle dit sur le bio. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour chaque État. Et ça, c'est l'État français qui a été plutôt mieux-disant, qui a mis beaucoup plus que ce que l'Europe demandait sur les normes, justement, les normes bio. Donc, c'est pas la faute à l'Europe? Voilà, c'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute à la France. Et d'ailleurs, lorsque il y a eu la crise agricole, eh bien, le gouvernement, par exemple, le gouvernement français a décidé de retirer le plan Éco-Phyto. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas à moi de juger, mais le plan Éco-Phyto, donc, qui vise à avoir de moins en moins de produits phytosanitaires, c'était un plan français, c'était pas un plan européen. Donc voilà, c'est aussi aux journalistes de faire de la pédagogie. Alors comment vous vous y prenez? Alors c'est pas simple, facile parce que c'est toujours plus long de faire de la pédagogie que d'avoir des hommes politiques qui dénoncent facilement des choses. Donc on essaye en fait d'utiliser des thématiques qui soient le plus proche possible des gens. Exemple, le chargeur universel. Exemple, l'achat commun de vaccins contre le Covid. Là, évidemment, ça a parlé aux gens. Donc voilà, à chaque fois, essayer de trouver des thématiques qui sont liées au quotidien des gens, parce qu'on s'aperçoit que tout le quotidien des Français et de tous les Européens sont souvent liés à des décisions européennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une couverture politique à proprement parler de ce qui se passe dans les... Il doit y avoir les deux. Il doit y avoir les deux. L'Europe, c'est à la fois les sommets, avec toutes ces voitures qui voient débarquer des chefs d'État qui viennent donner leur argumentaire devant les journalistes. Et là, c'est assez indigeste pour la plupart des téléspectateurs, des auditeurs ou des lecteurs. Et puis l'Europe, comme l'a dit Valérie, c'est aussi du quotidien, c'est notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend peut-être pas suffisamment en compte. Dans les médias, les politiques aussi jouent aussi beaucoup la carte nationale contre la carte européenne, soit par méconnaissance, soit parce que c'est très facile de taper sur un truc qui se passe là-bas, loin, à Bruxelles, alors que les décisions sont prises par eux-mêmes, ici, à Bruxelles. Et donc, il y a effectivement un problème de pédagogie à l'égard de nos citoyens, pour lequel je pense que nous, médias, nous jouons un rôle, mais on essaye de le corriger, mais je pense que les politiques aussi jouent un rôle très important. Et c'est compliqué quand on est correspondant ici à Bruxelles, un peu éloigné de sa rédaction, d'aller vendre, comme on dit, des sujets qui concernent l'Europe, d'aller convaincre des rédacteurs en chef, des médias, de vous suivre sur vos propositions. C'est ce que vous observez? Je dirais que c'est tout aussi difficile de vendre les questions européennes que de vendre les questions politique française. Donc il y a effectivement une défiance de toute façon envers tout ce qui est politique. Donc oui, c'est pas évident, et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois essayer de vendre un sujet précis, par exemple le Green Deal, le Pacte vert, où il y a eu des reculs. Là, ça peut les intéresser, et à chaque fois, il faut le traiter de manière le plus proche possible des gens. Par exemple, le recul sur le Green Deal, eh bien moi je suis allée aux Pays-Bas parler du plan Azote qui oblige les Néerlandais les paysans néerlandais à diviser par deux leur cheptel. Et donc, voilà, il faut à chaque fois trouver des illustrations concrètes, et qu'il faut que, du coup, les rédacteurs en chef achètent les reportages quand il y a quand même un peu de reportage. Voilà. Et ça, est-ce que c'est le cas dans tous les pays? Est-ce qu'en Autriche, par exemple, il y a plus de facilité à parler de ces questions européennes, plus d'appétence? Je peux juste parler pour mon journal, et moi, contrairement à vous, je n'ai pas ce souci. En fait, on a une page dédiée à l'Union européenne chaque jour, donc vraiment on a une place fixe pour les questions européennes. Mais je voudrais revenir à une question qui a été soulevée, que en fait, le problème avec les bio, etc., très souvent, les problèmes qu'on voit, des problèmes concrets, ce n'est pas la faute à l'Europe. Parfois, c'est la faute à l'Europe, parce que si on parle du bio, la maraîcheuse, ça c'est le mot, maraîchère, qui a soulevé le problème que les conditions du bio des entreprises ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr, il y a un problème européen, puisque la réglementation du bio n'est pas assez disons, consistante.
le bio espagnol, et j'adore l'Espagne, mais en fait les concombres, les tomates bio qui viennent de l'Espagne sont produits sous des conditions vraiment différentes qu'en France ou dans les autres pays. Donc il y a un vrai enjeu, évidemment, dans le quotidien des Et là, il y a le Européens. lobbying national, le lobbying des pays membres, et le lobbying des intérêts agro-industriels. Alors ça c'est intéressant parce que c'est très Voilà. européen ce mode de fonctionnement-là. C'est ça aussi qui alimente un peu un fantasme autour des institutions européennes. Ça touche la vie quotidienne, ça touche les choses qu'on mange sur nos assiettes. Et là, à mon avis, très souvent, malheureusement, l'Europe ne se sort pas trop bien. Et ça fait du tort à l'image de l'Europe, ce mode de fonctionnement avec une place peut-être importante donnée au lobby, aux discussions en sous-main. Ça dépend comment on informe. Moi, d'abord, je voudrais dire, même si je sais que tous les correspondants ont des difficultés parfois pour placer les sujets, parce que c'est compliqué, parce que c'est loin, etc., la situation s'est améliorée énormément. Quand je regarde les revues de la presse tous les matins dans mon bureau et je compare avec il y a 5 ans, il y a 10 ans, la visibilité de l'Union européenne est beaucoup plus grande. On voit bien que le Brexit est passé par là, que le Covid, la pandémie, les vaccins sont passés, et qu'on a la guerre en Ukraine. Bien sûr qu'on a toujours des difficultés à expliquer des décisions concrètes sur des politiques agricoles, de la pêche, de l'environnement, etc. Tout ce qui est, disons, sectoriel. Mais la sensation pour les citoyens de qu'est-ce que cela veut dire appartenir à l'Europe a beaucoup évolué pendant ces dernières années. Vous avez dit vous-même, il n'y a plus de débat Brexit, Frexit, Italexit, tout cela a été plus ou moins balayé par l'effet combiné de la pandémie et de la guerre. Ça a obligé beaucoup de partis, pas tous, mais beaucoup de partis d'extrême droite ou d'extrême gauche qui étaient absolument pour sortir de l'Union européenne, de changer un peu la recette et de dire non, on ne va pas sortir, on ne veut pas sortir, mais on veut changer l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens ne suivent pas. L'Union européenne, c'est un parapluie et, mauvaise nouvelle, il pleut. Et puis l'Europe est au coin de la rue quand même. Je regardais pour les investissements européens en Pays de la Loire, notre région, 1,8 milliard d'euros entre 2014 et 2027. C'est tout plein de projets qui vont de l'agrivoltaïsme, une halte ferroviaire à Trélazé, centre commercial d'Allonne, le haut débit en Vendée, un programme de recherche au CHU de Nantes. Bref, l'Europe est partout. Et ça, c'est aussi dans notre mission journalistique de le faire passer. Et la difficulté, justement, c'est que l'Europe est partout. Et nous, correspondants à Bruxelles, on a peut-être du mal à aller illustrer ce qui se passe sur le terrain en Pays de la Loire. Je pense qu'il y a aussi une sorte de crainte de la part des journalistes qui sont des journalistes locaux, des journalistes de terrain sur place, de s'approprier quelque chose qui semble être européen. En se disant c'est trop compliqué, ça ne va pas être pour moi. Ça peut aussi être une des raisons qui fait qu'on ne parle pas peut-être de tous ces projets qui sont là. Moi, j'allais ajouter un autre élément qui fait qu'on ne parle peut-être pas suffisamment d'Europe, c'est aujourd'hui la segmentation des différents médias. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des gamins, malheureusement ils ne regardent pas la télé, ils ne lisent pas la presse et ils n'écoutent pas la radio dans laquelle leur père travaille. Par contre, ils sont sur les réseaux. Et ils sont sur les réseaux. Alors, ils sont informés sur les réseaux, mais les réseaux ne parlent pas énormément non plus d'Europe. Ou de politique. Ou de politique en général, exactement. Donc je sais que chaque média, c'est le cas de la RTBF. C'est à nous le d'aller cas de chercher France les jeunes, effectivement. Et c'est à nous d'aller chercher les jeunes, d'autant Quand on voit le taux d'abstention chez les jeunes, notamment en France pour le scrutin européen, en 2019, était particulièrement important. Et le problème va être encore plus aigu ici en Belgique, où les jeunes de 16 et 17 ans vont avoir le droit de vote pour la première fois, comme ils l'ont en Autriche d'ailleurs, pour les élections européennes. Mais alors, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Parce que je suis allé faire un tour, moi, sur les réseaux des têtes de liste, français en tout cas. On parle très peu de politique quand même. Quand on va sur le TikTok de Jordan Bardella ou de Raphaël Glucksmann, on a des coulisses de campagne, c'est assez cool, mais peu de politique. Comment exister sur ces réseaux et en même temps porter du fond des enjeux? Parce qu'il y a des enjeux forts à ce scrutin. C'est une question qui se pose pour les politiques, qui se pose aussi pour les institutions. Le Parlement européen, il y a 1 mois et demi, a décidé d'aller sur TikTok parce qu'on le veut, on ne le veut pas. Il y a 130 millions d'Européens qui habitent la planète TikTok et qui prennent les informations ou la désinformation, notamment aussi via ces genres de réseaux. Et c'est vrai qu'il faut adapter les messages et parfois c'est vrai aussi que le problème, c'est un problème de légitimité. Beaucoup de gens qui consomment les réseaux sociaux n'ont plus confiance à ceux qui étaient quelque part les intermédiaires il y a quelques années, que ce soit les politiciens, que ce soit les journalistes, que ce soit les institutions. Alors parfois, il faut passer aussi par d'autres catégories, par des personnes qui avant jouaient pas ces rôles, les créateurs de contenu, les fameux influenceurs, les célébrités. C'est ce que vous faites, c'est vrai, ça change. Vous avez recours à ce type de profil-là pour porter des messages? Tout à fait. Nous avons ouvert les portes de l'institution à
à des gens qui ne travaillent pas dans des médias, mais qui, quand on le regarde, parfois ont une influence et on a, comme on dit en anglais, un outreach qui est plus grand, plus fort que pas mal des médias qui travaillent avec nous. C'est la réalité, ça, on peut l'aimer ou pas aimer, mais ça c'est la réalité de 2024. Oui, mais comment est-ce que vous mesurez? J'ai ici observé que dans la salle de presse de la Commission, ici au Parlement, il y a très souvent des groupes des influenceurs, des content creators. Mais comment est-ce que vous mesurez l'impact que c'est là? Parce que très souvent, je parle aussi avec vos confrères et consoeurs qui, après qu'ils ont passé avec un groupe des influenceurs qui sont en train de switcher, Instagrammer, TikToker, mais ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici avec eux? Eux, ils sont toujours sur leur portable, ils font n'importe quoi, ils se filment pendant qu'ils mangent une pomme, mais en fait, il n'y a pas vraiment une... Mais on voit que tout le monde y met du sien. Je regardais, j'étais tombé sur la série France Télévisions Parlement que vous avez probablement regardé. C'est formidable, oui. Les acteurs principaux ont joué le jeu, ils ont fait une petite vidéo pour appeler au vote. Oui. Voilà. On sent que tout le monde mouille le maillot quand même pour ces élections. C'est le monde actuel, il faut ouvrir les portes, il faut voir la réalité en face. Je dois dire d'abord une chose, pour nous en tout cas, service de communication du Parlement européen, la priorité c'est les médias. Si vous voulez vraiment être en contact avec des millions de citoyens, ça c'est les médias. Et donc, voilà, tout ce qu'on fait, on le fait pour les médias. Mais maintenant, il n'y a que les médias. Il y a aussi d'autres catégories de multiplicateurs d'opinion. Il faut tenir compte de cela. Il faut savoir faire la différence. Et oui, ils vont avoir une autre façon de communiquer. Parfois, on va aimer, on ne va pas aimer. Quand la série Parlement a commencé, j'étais presque fâché. Hein, mais ils sont en train de ridiculiser le Parlement. C'est pas toujours une très bonne image du Parlement dans la série. C'est le plus bête de tous. Ouais. Mais après, j'ai regardé les chroniques des journaux, des médias. De chaque pays, et tout le monde disait ah, mais c'est très bien, ça permet les gens de connecter enfin avec la politique européenne. Ouais. OK, donc j'accepte. Autre difficulté quand même, c'est de faire comprendre qu'il y a des enjeux forts dans ce scrutin, des enjeux européens. Quand on voit les candidats, notamment en France, je prends une citation de Jean-Luc Mélenchon, alors qui n'est pas candidat, mais qui s'est exprimé il y a quelques jours en disant « Le 9 juin, ce n'est pas une élection européenne, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2027 ». Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National, ce sont des élections de mi-mandat. Tout est fait pour en faire un scrutin national. Comment, en tant que journaliste, on dit « Attendez ». On est quand même sur des enjeux européens, il ne faut pas tout mélanger. Oui, mais ça c'est bon, c'est la responsabilité des politiques. Et le problème, effectivement, c'est que les politiques françaises, de manière générale, disent toujours quand il y a un problème, c'est la faute de l'Europe, et quand tout va bien, c'est grâce à eux. Et c'est grâce donc à une décision nationale. Ça, c'est une chose. Mais après, effectivement, on ne peut pas les empêcher d'essayer de créer un vote sanction. Et ça a toujours été le cas. Pour toutes les élections européennes en France, il y a toujours eu l'envie de l'opposition d'appeler les gens aux urnes sur une thématique de vote sanction et toujours la tentation de la part du pouvoir en place, là, en l'occurrence c'est Emmanuel Macron, de mettre à son bilan des avancées européennes. Le pacte migratoire qui a été voté cette semaine, la guerre en Ukraine et la mobilisation de l'Europe sur ce terrain-là. Donc voilà, c'est classique. Et c'est aussi la responsabilité des politiques de parler d'autre chose que de politique nationale. C'est le cas chez vous aussi, en Autriche, en Belgique? Honnêtement, moi, oui, on peut le regretter, mais à mon avis, c'est naturel. Cela sera toujours comme ça que les élections européennes ne sont pas vraiment des élections où on va parler que sur les compétences de l'Union européenne, yada, yada, mais ce sont plutôt des élections nationales aussi. Et à mon avis, c'est très sain démocratiquement, surtout que l'Europe a une empreinte croissante sur tous les aspects de vie des gens. Si on est pour ou contre, c'est un fait. C'est ce que vous mangez, c'est ce que vous buvez, la manière dans laquelle vous travaillez, c'est impacté par des normes, par des lois européennes. Et on sent... Et comme ça, l'Europe devient de plus en plus quelque chose, je l'espère aussi, parce que je suis très attaché au projet européen, quelque chose qui... En fait, il ne faut pas mettre un petit drapeau bleu avec les étoiles et dire « Maintenant, ce sont les élections européennes. Attendez, voilà, il faut voter européen. » Non, c'est une élection qui est aussi une élection nationale. Parce qu'entre l'Europe et la nation, à mon avis, il y a de moins en moins sur le plan juridique, légal, il y a de moins en moins de différences.
Et ça devient un peu une sorte d'osmose politique, vous voyez. Donc si on se plaint que voilà, c'est une sorte d'élection mi-temps, oui, bien sûr, puisque le système politique devient de plus en plus, disons, uni. Je voulais juste ajouter une petite chose. Moi, dans mon expérience de journaliste, on a remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, il faut toujours parler d'Europe sans jamais annoncer le mot Europe. Parce que ça fait fuir les gens. Ni dire politique, ni dire Europe. Voilà, mais bon, pourquoi pas? Ça, c'est pas la bonne Pourquoi solution, pas? parce que vous allez toujours avoir les mêmes problèmes. Moi, je pense qu'il faut aller plutôt vers cette direction, c'est-à-dire aujourd'hui, essayer de faire la différence. Ça, c'est la politique nationale, ça, c'est la politique européenne. Je suis désolé, c'est complètement artificiel, ça ne tient plus. Et s'il y a des politiques qui essayent de venir nous dire ça, c'est la politique européenne, ça, c'est la politique nationale, rentrez à l'école et commencez à regarder la réalité. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est national, c'est européen. C'est les deux choses. La migration, c'est national, c'est européen, c'est les deux choses. La protection des droits, l'agriculture, la pêche, les transports, tout ce que vous voulez. La politique internationale, la Russie, l'Ukraine, c'est de la politique nationale, c'est de la politique européenne. C'est les deux choses en même temps. C'est une pièce, c'est une monnaie qui a deux faces. Si vous parlez d'une face et vous oubliez l'autre, vous êtes en train de tromper vos électeurs. Vous ne leur dites pas la réalité. Et d'ailleurs, vous ne leur donnez pas non plus la bonne solution parce que vous essayez de séparer deux choses qui aujourd'hui vont ensemble. Et très rapidement, parce que c'est bientôt la fin de cette émission, on sent que dans l'air ici qu'on est en campagne. Qu'est-ce qui peut changer le 9 juin prochain dans l'équilibre des forces politiques? Quel regard? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on peut déjà sentir qu'il y a des équilibres qui vont bouger? On sent, et les sondages le disent, qu'il y a une poussée de l'extrême droite et de la droite très conservatrice. Partout en Europe? Partout en Europe, en Belgique particulièrement. Enfin, dans le nord de la Belgique, parce que la Belgique a cette particularité d'avoir deux mondes politiques distincts entre le nord et le sud. Et on sait que dans le nord de la Belgique, il y a des partis d'extrême droite qui sont peut-être le seul parti non européen qui a le vent en poupe et qui terminera certainement premier dans le nord du pays. Donc, et cette réalité-là, je pense que vous la vivez aussi en France et qu'on la vit dans d'autres pays dans l'Union européenne. Et ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'Union européenne dans les mois à venir. Très rapidement. Moi, j'attends une grande surprise en Hongrie. Je pense qu'on verra la première défaite électorale du parti de Viktor Orban, Fidesz, depuis qu'il est revenu au pouvoir. Puisque ça bouge là-bas, il y aura un nouveau parti qui le conteste. Et donc, je pense que ça sera peut-être le début de la fin de l'urbanocratie. Il y aura d'autres pays où il faudra suivre la situation de près, en effet. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale de Dimanche en politique. Il y en aura d'autres, d'ailleurs, ici, depuis le plateau télé du Parlement européen à Bruxelles. Je vous souhaite un très, très bon dimanche à toutes et à tous sur France 3 Pays de la Loire, évidemment.